D'une rencontre, en fait. Ça vient d'abord d'une rencontre. En gros, ce qui est passionnant dans ce métier, c'est rencontrer les compositeurs dès qu'on est dans la création. Alors on peut les rencontrer à travers des partitions lorsqu'ils sont décédés, mais lorsqu'on a la chance de pouvoir les rencontrer, on arrive assez rapidement à voir, non pas d'un point de vue du résultat, ce que ça va donner, mais de ce que ça va nous apporter réciproquement, à la fois les Maisons de Strasbourg en tant qu'ensemble et le compositeur en tant que compositeur écrivant pour l'ensemble. Et ça, c'est assez passionnant. On ne s'approprie jamais aussi bien une œuvre que lorsque il y a un rapport simple et direct avec les compositeurs. Et pour les compositeurs, c'est la même chose en fait. On ne compose pas pour un instrument, on compose pour un musicien, un interprète. Et moi, j'aime vraiment tisser des relations sur la durée avec de grands interprètes comme Jean, comme Christophe Desjardins. Vous voyez, c'est vraiment, moi, j'aime imaginer le musicien derrière son instrument quand je compose. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Mais par contre, de quelle manière, ça, je ne peux absolument pas le définir. C'est ça qui est assez magique dans la relation à l'interprète. C'est qu'une rencontre, même si on ne parle pas technique, il y a quelque chose qui se déroule. Mais je crois exactement de la même manière qu'un dramaturge qui écrit, ou un scénariste qui écrit pour un acteur, ou un dramaturge qui écrit pour un grand comédien, il y a quelque chose qui infuse, mais c'est indicible. On ne sait pas de quelle manière ça joue, ça transparaît. Mais il y a évidemment un impact très fort. Je pense que c'est le rapport à l'incarnation en fait. On imagine toujours. Il est difficile d'entendre par exemple un son sans en imaginer la source. Et je pense qu'on a toujours besoin d'une mise en... il faut qu'on imagine qui peut créer ce son-là. Alors, lorsque c'est un instrument, je pense que le geste de l'interprète, je dirais tout ce qui fait l'interprète joue en fait, parce que pas simplement son savoir-faire, pas simplement sa culture ou son expérience ou sa virtuosité, si vous voulez, mais tout joue en fait. Le prendre un café est aussi important qu'une répétition. En fait, j'ai pensé l'œuvre comme un opéra. Alors c'est un opéra, c'est pas un opéra au sens habituel du terme, mais je crois que ce qui est très fort avec le terme d'opéra, aujourd'hui, c'est qu'on peut vraiment en redéfinir les contours de manière totale. Et moi j'ai réuni vraiment trois familles. J'ai réuni les percussions, un alto solo et des voix. Et je crois que cette dramaturgie déjà acoustique prend déjà un sens par rapport au projet. Et ce sont trois domaines que j'aime passionnément, et les réunir pour moi était déjà un acte fort et dramatique. Et pour répondre à la question, la lumière vient épouser la dramaturgie du texte et la dramatique du texte. Dan Gezang, ça veut dire ton chant. Et la question d'altérité est très importante sur ce projet. Comme vous le savez, Paul Celan s'est suicidé, mais je n'ai pas voulu faire un portrait dramatique sur la Shoah. Au contraire, j'ai vraiment voulu mettre en avant cette dimension de l'altérité qui est très forte chez Celan. Vous ne pouvez pas ouvrir une page de Paul Celan sans voir tu, toi, ces appels. Et finalement, cette question de la scénographie, elle a voulu porter cette altérité-là. Et cet échange que vous avez entre les voix, la percussion et l'alto solo qui centralise et qui distribue, c'est pour moi une mise en forme de cette altérité qui est pour moi la chose la plus bouleversante de la poésie de Celan, parce qu'il luttait pour pouvoir continuer à s'adresser à l'autre et aux autres en général. Parce que vous connaissez sa vie, et donc c'est profondément émouvant et bouleversant même de voir à quel point sa recherche de l'autre est une manière pour lui de ne pas sombrer totalement. Le mot est son, mais il ne faut pas manipuler le mot. Parce que le mot part d'un poète qui a utilisé ce mot-là, et il ne faut pas le... Il y a toujours un respect, à mon avis. J'ai toujours été gêné dans la musique contemporaine par une utilisation un peu réifiante du mot. C'est-à-dire qu'on dit le mot, finalement, on s'en moque et on en fait juste une matière musicale. Et cette attitude m'a toujours gêné. En même temps, le mot est autre chose qu'une inscription sur un livre, puisqu'on décide de le mettre en musique. Et moi, c'est cette tension-là qui m'intéresse. Et par rapport à Celan, elle est particulièrement évocatrice du fait de sa nature poétique. Il était à la fois traducteur et poète. Comment j'ai construit en fait, c'est un projet que je porte depuis 10 ans, au moins 10 ans, même plus.
Et bon, évidemment, j'ai à peu près tout lu, mais ce qui m'a intéressé, c'est de ne pas scinder les choses, c'est-à-dire la poésie, la correspondance, la traduction, mais essayer vraiment Et d'ailleurs, il y a des extraits de correspondance dans l'œuvre, dit que Jérusalem est, c'est une phrase qui est c'est une phrase poétique, mais qui est dans les lettres avec Ilana Shmueli. Donc en fait, j'ai créé une sorte de Paul Celan imaginaire, c'est-à-dire celui avec lequel j'ai envie de dialoguer. Et avec la connaissance de son existence, donc sans vouloir la trahir, mais c'est pas non plus un biopic, pour utiliser un terme un peu vulgaire, c'est une sorte c'est un portrait en fait, au sens où Deleuze parle des portraits. Ce qui est intéressant, c'est le sens, le son, et je rajouterais le temps. C'est-à-dire qu'en gros, les mots ont aussi leur temps. À un moment donné, leur signification change, évolue. Et si je reprends votre question, là, le son et le mot, pour moi, chaque son est un mot. Alors après, on peut comme un tangram, on va le déplacer, mais il est à la fois un mot et un temps. C'est-à-dire que ça peut être un imparfait, ça peut être quelque chose de vif. Mais le son en lui-même est déjà... il y a une expérience très simple en fait. Vous avez un très beau tam suspendu devant vous, vous avez une bonne maillotche, vous jouez un coup, vous posez la maillotche, ça fait déjà une œuvre. Parce que vous avez déjà une attaque, un commencement, un développement et une fin. Et donc déjà vous avez une histoire. Après vous mettez ce que vous voulez comme mot dedans, mais c'en est déjà une. Alors c'est ça qui est intéressant. Et pour ça que je parle de temps, c'est que en gros la composition c'est vraiment... c'est ce travail du temps et de la superposition, des décalages et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est suivant où on va mettre ce coup de tam-tam, par exemple, il aura toutes les fonctions possibles. Et pourtant, c'est le même, entre guillemets, son de tam-tam. Ce qui est extraordinaire avec les percussions, c'est que c'est qu'on a tous les avantages de l'orchestre. Avec 3 percussionnistes, 4 percussionnistes, on a le potentiel d'un orchestre. Et aussi de la musique de chambre et aussi de la musique soliste. Donc on a tout en même temps, ce qui est d'ailleurs une chose intimidante et en même temps extrêmement intéressante, extrêmement fertile même. Et donc et en fait on peut même passer de l'extrême délicatesse de la musique de chambre à une force symphonique en 2 gestes. Le fait c'est que la résonance fait partie totalement du jeu. Alors qu'on pourrait penser que c'est joué et puis on attend que ça se passe. En fait, le temps qu'il y a et même le silence. C'est-à-dire qu'on le voit pour des instruments qui, par exemple, vont faire des sons plus courts. Cette résonance silencieuse est toujours le son. Et c'est souvent ce qui manque. C'est-à-dire qu'on est souvent... appelé à uniquement écouter ce qui se passe et que ce soit on n'écoute pas avant puis alors encore moins après et en fait c'est tout ça qui fait le son. Là par exemple dans une Gesandte on utilise 9 timbales, ce qui n'est pas rien, et qui vont jouer sur des ambitus très voisins et là on va être vraiment dans une espèce en plus de couleurs, puisqu'elles seront réparties sur les trois sets, de couleurs complètement, comment dirais-je, là pour le coup tout à fait orchestrales, dans le sens où ça crée une dimension, là on est vraiment dans ce que j'ai tout à l'heure, le 32 pieds de l'orgue, et je trouve que justement dans ces ambiguïtés de hauteur, on retrouve une idée de la résonance entretenue plus ou moins, qui est tout à fait passionnante. Pour compléter un tout petit peu, la disposition, j'ai vraiment beaucoup pensé à la disposition, c'est-à-dire que au fond vous avez un rideau de sons longs avec des tam-tams et des gongs, tout au fond, vraiment comme une sorte de rideau en fait. Et puis après, vous avez ce dont tu parlais, ces 9 timbales, et tout devant, un autre rideau, une sorte de grand clavier imaginaire. Donc du marimba basse au xylophone. Et les 2 voix sont portées en avant, et donc elles reçoivent tout ça, et Christophe Desjardins, à l'alto, est au centre, et centralise toute cette disposition et développement acoustique. Et donc ça c'est vraiment une chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi pour vraiment créer un modèle acoustique qui fasse opéra un petit peu. Oui, j'y avais jamais dit comme ça, mais oui, c'est une prière. Oui, c'est une prière avec l'autre, pour l'autre, sur l'autre.
c'est pas une prière fermée, comme le sont les prières juives, puisque dans une prière juive, pour qu'elle puisse être valide, il faut être au moins 10. Donc la question de la prière dans la liturgie juive est une affaire collective. Alors on peut prier seul, mais c'est quand même le plus rare. Et donc effectivement, la question aussi du nombre de musiciens qui seront présents, la question des deux chanteuses, qui sont en même temps qu'une, a quelque chose à voir avec la prière, vous avez raison. Comme les 3 percussionnistes ne sont qu'un. Et donc il y a vraiment ce rapport, le fait que ce soit des instruments répétés aussi, en dehors des claviers, et donc il y a vraiment des liens, c'est le même instrument, quoi. Et donc là, quand on a parlé de l'altruisme, tout ça, on est vraiment là sans arrêt avec l'autre, là pour le coup. D'un point de vue même sonore, on est sans arrêt avec l'autre. Alors le traitement de la voix, si vous voulez, est calé sur la dimension poétique. C'est-à-dire, je n'amène pas le poème pour servir une capacité vocale, mais la question de la diction est suggérée par le poème. Alors après, ça se concrétise par toutes les... Je me suis privé de rien. C'est-à-dire le chanter, le parler, le souffle. Il y a même un tout petit peu d'aléatoire, c'est-à-dire que j'ai inventé une sorte de petit signe pour que la chanteuse chante la note la plus grave. Et je ne sais pas quelle est cette note la plus grave, mais j'ai voulu ça à un moment par rapport à la question poétique. Et pourtant, j'ai une écriture très plutôt enfin claire, je ne sais pas, mais en tout cas contrôlée dans le bon sens du terme, je pense. Mais là, j'ai voulu à un moment, sur certains mots, laisser cette ouverture par rapport à la question poétique qui était en jeu. Alors, de la même manière qu'entre le son et le sens n'est pas tranché, de la même manière, j'ai essayé au maximum de ne pas trancher entre le chanter et le parler. Et la question du souffle joue un rôle dans cet interstice entre le chant et la parole. Et j'espère au maximum que finalement l'auditeur ne se dira pas tiens là c'est chanté, là c'est parlé. Mais finalement on suit un texte. De la même manière, quand on écoute un comédien, on se dit pas tiens là il parle fort, là il parle doucement. Mais on suit une histoire. On suit une aventure intérieure. Et là, c'est finalement pour moi la question des modes de jeu vocaux, et même des modes de jeu en général, pour moi, elle part de là. C'est-à-dire, c'est l'expression d'une vie souterraine qui est exprimée en temps réel, si je peux dire. Peut-être pour terminer.